Je vais passer la parole à Clélia Barbu, qui va nous parler du fonds d'archives de Nathalie Magnan. Alors, pour vous présenter, Clélia, vous êtes historienne de l'art contemporain et sociologue. Vous êtes chercheuse associée à l'équipe d'accueil Histoire et critique des arts de Rennes 2. Et vos recherches portent sur l'art de la performance, ses traces et les épistémologies féministes. Après une thèse de doctorat sur les pratiques artistiques performatives en France et aux États-Unis dans les années 70, vous vous intéressez désormais à la question de la transmission des pratiques performatives et de leur rapport à l'activisme. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Alors je vais... D'accord. Merci beaucoup aux organisatrices de ce colloque. Je vais donc, dans cette présentation, essayer de vous donner un aperçu des recherches que j'ai réalisées donc, dans le fonds d'archives de Nathalie Magnan, qui se trouve aux archives de la critique d'art à Rennes. Et c'est l'endroit où je me trouve actuellement physiquement, je suis dans les archives. C'est un fonds qui est très vaste et qui comprend des documents assez divers. Il y a toute une collection de films, de photographies. Il y a un ensemble d'archives papier auxquelles je me suis particulièrement intéressée, mais il y a aussi des objets, des cartes, énormément de documents numériques. C'est un fonds qui est arrivé très récemment aux archives. Il est arrivé en juin dernier. Et je travaille dedans depuis un mois, alors qu'il n'a pas encore été traité. Il n'y a pas d'inventaire ni de description archivistique complète à ce jour. Donc, on est vraiment dans un travail en cours. Et c'est une plongée archivistique assez profonde dont je vais essayer de vous donner un aperçu. Nathalie Magnan est née en 1956 et morte en 2016 à Marseille. Elle était enseignante, critique d'art, réalisatrice de films et militante. En France, elle a enseigné à partir des années 90 dans différentes universités et dans les écoles des beaux-arts de Dijon et de Bourges. Mais dans mes recherches, je me suis concentrée sur la partie de sa trajectoire qu'elle a passée aux États-Unis entre 1979 et 1990, d'abord à Rochester, au nord de l'État de New York, et puis ensuite à Santa Cruz, en Californie du Sud. Donc, il s'agit d'étudier la trajectoire d'une enseignante, mais à partir du moment de sa formation, et dans une étape de transition entre les positions d'étudiante et d'enseignante, et même à un moment où elle se trouve dans les deux positions. Je souligne avant de poursuivre que mon questionnement n'est pas monographique. Il ne s'agissait pas pour moi d'étudier la trajectoire de Nathalie Magnan, sa trajectoire individuelle ou dans l'absolu, mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que ce fonds d'archives, les questions qu'il pose à l'histoire de l'art et à l'histoire des idées, et puis pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, à l'histoire des pédagogies artistiques. En effet, je m'intéresse à l'histoire intellectuelle de la période contemporaine et particulièrement celle qui a trait au féminisme. Et j'étais curieuse de savoir ce que ce fonds pouvait nous dire de la circulation, des contenus, des techniques, des engagements, et notamment dans le contexte de Santa Cruz en particulier, dont je parlerai un peu plus longuement. Parce qu'il a joué un rôle déterminant dans l'institutionnalisation des féminismes, des études de genre et des études queer. Et pour ça, je salue le travail d'organisation thématique de ce colloque, parce qu'on est vraiment dans le panel de la Californie du Sud. Et puis, moi, je vais parler des années 80, donc ça glisse bien par rapport aux précédentes présentations. Nathalie Magnan a donc réalisé un MFA, un Master de Fine Arts, entre 1979 et 1983 au Visual Studies Workshop à Rochester, donc au nord de l'État de New York. À cette période, dont je vais dire quelques mots assez rapides, elle développe un travail autour des multiples. Elle travaille autour des cartes postales, des livres d'artistes en offset. Il y a beaucoup de photographies ici de cette période. Et puis elle se met à travailler avec la caméra 16 mm. Et dans le fond, on voit revenir beaucoup d'images comme celle-ci de
beaucoup de séries photographiques, d'images photographiques en série et des bandes. Il y a des rouleaux photographiques très, très longs et très nombreux. Et ça, c'est un des documents qu'on a sur cette période, un cahier dans lequel elle consignait à la fois des images et des notes personnelles et relatives aux enseignements qu'elle suivait. Parmi les questions dont elle dit qu'elle la préoccupait à l'époque, il y a celle de la mise en séquence des images et de la fragmentation de l'espace et du temps. Là, j'ai choisi une page, une page de notes au sujet des thèses sur la philosophie de l'histoire de Walter Benjamin, parce que la référence va revenir à plusieurs reprises dans sa trajectoire. Et cette référence indique un intérêt qui grandira pour la machine, pour la question de la reproduction et de la reproductibilité. Et par ailleurs, Nathalie Magnan parle de cette période comme d'une période où elle a pu allier les apprentissages théoriques et pratiques, et aussi du moment où elle a commencé à se familiariser avec les communautés et les théories féministes. Je passe maintenant au temps de ma présentation qui porte sur ce qu'elle a traversé dans le cadre du département de History of Consciousness de l'Université de Californie à Santa Cruz, qui est un programme qui a été institué en 1965, donc à UCSC, qui est donc un programme interdisciplinaire en sciences humaines. Et il y a un document dans ces archives relatives à cette période, il y a un document de présentation du programme par Hayden White, qui est un des membres. Il écrit au sujet de ce programme: les professeurs partagent des intérêts disciplinaires. Le noyau travaille dans le domaine des études féministes, de la théorie littéraire et de la théorie des médias, en ethnographie et en sémiotique. Il revendique par ailleurs une antipathie envers le positivisme et l'anti-historicisme qui règne alors dans les sciences sociales. Et il relève, le programme est créé depuis 20 ans quand Nathalie Magnan le rejoint. Il relève que ces cours sont devenus attractifs pour leur caractère glamour et leur réputation d'avant-garde. Et enfin, il le revendique comme un programme déviant. Et ce qu'on trouve dans les archives au sujet de cette période en particulier, c'est donc ça, c'est des documents qui, moi, m'ont vraiment beaucoup intéressée. C'est un ensemble de readers, des enseignements qu'elle a suivis et dont elle a été teaching assistant, donc entre 85 et 90. Donc ça, c'est un reader de Teresa de Lauretis, dans lequel il y a... donc les readers comprennent souvent, la plupart du temps, des bibliographies et puis un ensemble de textes photocopiés. Ils étaient à destination des étudiantes et des étudiants et ils faisaient l'objet de lectures partagées en cours. Donc ça, et c'est des documents qui indiquent l'assiduité des lectures, la densité du travail intellectuel qui était mené dans ces contextes. Il y a beaucoup d'annotations, de paragraphes soulignés et surlignés. Ça, c'est dans un reader de Teresa de Lauretis, et c'est des annotations sur le texte de Laura Mulvey qui date de 1975. Voilà des readers de ces enseignements avec Donna Haraway en histoire, en féminité, en théorie féministe et en histoire de la conscience, également avec James Clifford, des enseignements d'introduction au féminisme par Wendy Brown, un enseignement de technologie du genre avec Teresa de Lauretis, de Celluloid Closet de Vito Russo et un reader de Frederick Jameson. Donc c'est seulement une petite sélection que j'ai faite. Également des enseignements d'histoire et de théorie lesbienne. Et dans ces readers, on trouve souvent des listes d'émargements comme celle-là qui indiquent qu'elle devait sans doute être chargée de les récupérer à la fin des cours. Et il y a aussi, en fait, il y a tout un dossier qu'elle a constitué à la fin de sa trajectoire à Santa Cruz, avant de rentrer en France, qui est composé, enfin, qui est une sorte de dossier de candidature qu'elle envoie dans différents lieux d'enseignement en France, notamment à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Et c'est un ensemble de documents qui est assez intéressant parce que dans ses lettres, elle revient en fait sur ce qu'elle a appris au cours de cette période. Et voilà, c'est un dossier de candidature dans lequel sont aussi compilées des évaluations que les étudiants des cours dont elle était teaching assistant lui ont faites.
et des évaluations que ces enseignants lui ont faites également. À propos, donc, dans ces lettres un peu de la fin de la décennie avant de rentrer en France, elle écrit à propos de cette période à Santa Cruz, je la cite: « La majeure partie de mon travail au sein du programme interdisciplinaire de History of Consciousness a été focalisée sur la façon dont les idéologies dominantes peuvent être déconstruites et sur la façon dont on peut déplacer leur structure oppressive. Mes années à Santa Cruz n'ont pas seulement signifié assister au programme universitaire, mais aussi mon engagement dans une communauté féministe très active, et cela est une partie intégrante de mon travail. Cela est à l'image de mon engagement féministe au sein de l'académie, au sein de la communauté et dans ma vie, et ces engagements s'enrichissent mutuellement. » Ça m'a beaucoup intéressé qu'elle mette des mots sur ce qu'elle appelle donc cet enrichissement mutuel entre la vie, l'engagement communautaire, et le travail académique, parce que je crois que c'est vraiment une caractéristique du contexte pédagogique de Santa Cruz à ce moment-là, évidemment caractéristique qu'on retrouve dans d'autres contextes, mais qui est très palpable dans les archives. Dans le cadre de ses activités à UCSC, Nathalie Magnan fait partie du groupe Paper Tiger Television, qui a été fondé en 1981 par Didi Halek, qui est aussi son enseignante dans le programme de médias et communication. Alors, je vais en dire quelques mots bien trop rapides, mais Paper Tiger Television a pour vocation de produire une série de programmes vidéo qui analysent le traitement médiatique de certains sujets. C'est l'un des objectifs de ce collectif, c'est de révéler les rouages de la production médiatique des sujets d'actualité. Le groupe revendique une esthétique artisanale, low-tech, et l'usage de l'ironie et de l'humour, qui est, à mon avis, une caractéristique assez forte aussi de ce contexte pédagogique. Et avec le groupe, avec Paper Tiger Television, Nathalie Magnan participe à réaliser plusieurs films dont j'ai indiqué certaines références sur la diapositive, et dont un qui nous a été communiqué très récemment par l'ayant droit de Nathalie Magnan, et qui ne fait pas partie de sa filmographie, qui par ailleurs est en ligne intégralement. Toute la filmographie de Nathalie Magnan est en ligne sur ce site internet, mais ce film-là, dont je vais voir si je peux vous diffuser un extrait, si ça fonctionne. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous pouvez voir la vidéo ? Oui, oui, oui. D'accord. We're in the Akeley Africa Hall of the American Museum of Natural History, trying to understand what's at stake about going back to Africa. We're going to go in the Akeley Africa Hall back to the moment of the 1920s, when hunting with a camera instead of hunting with a gun becomes part of teaching an immigrant urban public in New York City what it means to be a citizen in monopoly capital. Je vais reprendre ma présentation. Voilà, donc ce très bref extrait de ce film. Dans cet extrait, on voit Donna Haraway qui se tient dans un décor loufoque,
vêtue d'un costume de safari et entourée de membres du groupe de Paper Tiger Television, dont Nathalie Magnan, qui est la 4e sur la droite. Ce que fait Donna Haraway, donc le film dure 12 minutes, c'est qu'elle y commente l'utilisation des dioramas représentant l'Afrique dans les collections du Musée américain d'histoire naturelle et le rôle que la photographie coloniale plus généralement a joué au début du XXe siècle dans la construction d'un imaginaire nationaliste autour de la nature, de la civilisation et de la citoyenneté. Le titre du film, c'est Game of Citizenship. À cette époque, Donna Haraway a publié depuis 3 ans le depuis très célèbre Manifesto for Cyborgs. Elle l'a publié en 85 dans la Socialist Review, donc manifeste dont Nathalie Magnan initiera la traduction et la publication en France une quinzaine d'années plus tard. Donc la vidéo vise à vulgariser les théories que développe alors Donna Haraway à l'intersection entre théorie féministe et décoloniale et puis l'histoire des sciences qui est son domaine de spécialité. Ce que je trouve à relever dans ces images, c'est qu'elles laissent entrevoir plusieurs traits du contexte pédagogique dans lequel elles ont été créées. Une approche ludique du savoir théorique, l'autodérision de l'enseignante et des étudiantes est très patente. Un intérêt pour la performativité du savoir aussi, à travers un jeu sur les dispositifs de mise en scène des connaissances. La transmission des savoirs théoriques passe ici par la production collective d'une représentation visuelle et incarnée. Je vais terminer cette présentation en disant quelques mots de ce que Nathalie Magnan a pu produire et réaliser à titre plus individuel. J'ai notamment trouvé dans les Readers des descriptions des enseignements que Nathalie Magnan donc, a donné elle-même à UCSC en 1988 et 1990 pendant les sessions d'été. Dont l'image qui est ici donne des petites descriptions. Il y a un enseignement de reproduction photomécanique et un enseignement de stratégie vidéo. Pour ce qui est de la reproduction photomécanique, dans la partie pratique, et c'est un cours qui est principalement pratique, les étudiantes sont invitées à utiliser des techniques comme la photocopie, la photographie, le photomaton pour produire des affiches, des cartes postales ou des livrets. Et j'ai trouvé ce petit fanzine qui sans doute a été réalisé par les étudiantes et les étudiants dans le cadre de ce cours. Et dans le descriptif de cet enseignement, il est fait mention de l'attention qui sera portée par Nathalie Magnan et par les étudiantes aux stratégies visuelles du groupe ACT UP. Et c'est le dernier point que j'aborderai, parce qu'à mon avis aussi, il est très caractéristique d'un déplacement dans les problématiques activistes pendant les années 80. Donc stratégie visuelle du groupe ACT UP qui font l'objet d'analyses que Nathalie Magnan développe dans ce mémoire qui s'appelle un qualifying essay qui a été produit pour valider sa formation dans le programme interdisciplinaire. Elle avait aussi le projet de réaliser une thèse qui n'a pas été terminée. Donc cet essai, qui fait une 60aine de pages, est une réflexion au sujet de ce qu'elle appelle la vidéo résistante, qui est un type de vidéo, dit-elle, et je la cite, qui n'appartient ni au monde de l'art, ni à la tradition documentaire indépendante, mais qui se situe aux marges des deux. Donc, Nathalie Magnan déploie tout un appareil conceptuel très dense. Elle s'appuie sur les analyses du pouvoir chez Michel Foucault, celles de l'idéologie chez Althusser. Elle fait référence aux réflexions de l'artiste Martha Rosler sur la question des producteurs et des publics de l'art. Elle s'appuie aussi sur les réflexions de Trinh Temina sur le sujet de l'altérité. Et elle étudie 2 films en particulier dans ce mémoire. Le premier, c'est Tongues Untied de Marlon Riggs, qui est sorti en 1989,
Et le second, c'est Doctors, Liars and Women de John Carlo Musto et Maria Maggenti, qui est sorti en 1988. Le premier, donc évidemment, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de ces films, mais Tongues Untied est un document, un film qui porte sur l'identité d'hommes gays et d'hommes noirs et sur la relation entre les politiques sexuelles et les politiques raciales. Et le deuxième film porte sur une action qui a été réalisée par un groupe de femmes qui font partie de ACT UP New York et qui visait à dénoncer la désinformation au sujet de la propagation du virus du sida. Dans l'analyse que Nathalie Magnan développe, on retrouve une attention à la fragmentation dans le montage de ces films, et elle s'intéresse aussi à cette stratégie de l'action directe qui est caractéristique des modes de militantisme des groupes activistes dans la lutte contre l'épidémie du sida, et de ACT UP en particulier. Elle suggère que ces films puissent être considérés comme des vidéos résistantes parce qu'ils déplacent les positions de l'audience et du producteur, parce qu'ils ont la capacité à retourner les regards et parce qu'ils incitent à agir. Et c'est en cela qu'elle les théorise comme de l'art activiste. Et je finirai en disant que dans les archives, l'imagerie de ACT UP est très, très visible. Le triangle rose revient souvent. Ici, ce sont des photographies de Nathalie Magnan qui fait du bateau. Elle faisait beaucoup de voiles. Il y a aussi beaucoup de coupures de presse et de petits morceaux de journaux découpés dans lesquels sont relatées des actions des militants de Hetz pour rendre visible le combat de ACT UP, mais aussi des die-in et des kiss-in. Et donc ça, c'est la dernière image sur laquelle je m'arrêterai. C'est une coupure de presse qui relate un kiss-in qui a eu lieu dans un bar à San Francisco. Et donc, il est agrafé, donc dans les archives telles que le document se présente, il est agrafé avec une lettre qui est écrite sur un registre tout à fait intime et personnel. Et au-dessus du titre de l'article, donc, qui est Queer Nation Visits Raleigh for Drinks Kisses, à la main, c'est écrit I would have kissed you at that bar, a long sweet kiss. Et donc, voilà, ça me permet de terminer sur cette idée que j'ai soulevée à partir de ses propres mots un peu plus tôt, qui est celle de cet enrichissement mutuel entre vie personnelle, communauté et vie académique. Et donc, enrichissement qui est très tangible dans les archives, dans leur forme, dans leur matière. Il y a un enchevêtrement entre les registres affectifs, politiques et théoriques qui, à mon avis, peuvent faire partie des outils qu'on doit mobiliser pour étudier ces contextes pédagogiques qui nous intéressent aujourd'hui. J'ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup Clélia, merci d'avoir tenu le temps. Alors là, pour le coup, on était vraiment en plein dans les archives. Visuellement, dans votre environnement, on reconnaît les rayonnages des archives de la critique d'art et puis dans vos photographies. Alors, en attendant les questions, puis c'est toujours un peu émouvant d'avoir accès comme ça aux documents et c'est très... Comment dire, merci beaucoup de les avoir partagés comme ça à tous les panélistes. Alors Déborah, d'abord vous remercie. Merci Clélia, c'est extrêmement riche, le fonds d'archives a l'air vertigineux. Je rebondis sur l'importance de l'humour, de l'approche ludique et de l'autodérision qui m'intéresse beaucoup. Penses-tu qu'on puisse y voir une stratégie pédagogique à part entière? Est-ce que c'est aussi présent dans sa propre démarche? Pardon. Merci Déborah pour ta question. Alors oui, je pense que l'humour et l'approche ludique sont des stratégies pédagogiques à part entière. Dans le cadre du document que j'ai étudié, en fait, on voit bien que ça peut permettre de mettre au jour, en les tournant en dérision,
certains mécanismes et dispositifs de production des connaissances, quoi, la prise de parole, l'écoute. En fait, il y a les 4 étudiantes tiennent l'intitulé tiennent des pancartes avec le titre de la vidéo. Donc en fait, finalement, ce rapport entre maître et élève dont on parlait à l'instant, il est tourné en dérision pour être déconstruit. Donc la dérision est un outil de déconstruction, je pense, et qui rentre dans ces stratégies de désapprentissage dont on parle depuis ce matin. Et pour ce qui est de la démarche de Nathalie Magnan, je me suis vraiment concentrée sur cette période. Et donc, pour l'instant, je n'ai que très peu d'éléments. J'ai évidemment quelques intuitions, quelques retours, quelques éléments qui viennent des archives aussi, mais je n'ai pas du tout mené un travail de recherche qui serait nécessaire pour pouvoir éclairer la période suivante et ses propres enseignements en France. Alors, justement, les questions suivantes portent sur ces questions. Alors, il y a Cathy Dipoel qui vous demande est-ce que Nathalie a continué à donner des cours après 1990 ? Alors oui, elle en a donné. Donc elle est revenue en France à l'été 1990. Et à partir de ce moment-là, elle est restée en France jusqu'à son décès. Et elle a enseigné dans différents contextes à l'université Paris 8 notamment, et dans les écoles des beaux-arts de Bourges et de Dijon en particulier. Après, elle est beaucoup intervenue ponctuellement. Vous parliez ce matin de cette publication autour de Laurence Rassel à l'ERG. Elle est intervenue à l'ERG plusieurs fois et ses enseignements portaient sur les médias et la vidéo. Et en fait, dans la partie de sa trajectoire qui se déroule en France, ces questionnements et ces préoccupations et ces objets se déplacent vers la question de ce qui s'appelle, enfin de ce qu'elle nomme le web militant, le média activisme et aussi les cyberféminismes. Donc en fait, il y a vraiment un déplacement depuis le champ plutôt des beaux-arts. On voit à Rochester qu'elle a une pratique en fait de photographie, de vidéo, et puis des références à la photographie et à l'histoire de l'esthétique. Et en fait, après, ça se déplace vraiment vers des questions qui ont trait au web, au réseau. Et c'est dans ce sens que vont aussi ces publications en France. Alors la question de Lucille Encrevé justement est peut-être liée à ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Pourriez-vous nous dire ce qui vous a conduit vers Nathalie Magnan et en particulier si vous l'avez rencontrée, étant donné qu'elle est décédée récemment, est-ce que vous allez poursuivre sur son enseignement en France et notamment à Bourges ? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Ce qui m'a conduit à Nathalie Magnan, c'est vraiment un faisceau de facteurs, mais d'une part, sur le plan des contenus, moi, j'ai fait ma thèse sur les années 70 et sur les pratiques performatives à ce moment-là, et j'avais très envie de poursuivre mes questionnements sur la décennie et les décennies qui ont suivi, et notamment au prisme des questions activisme, et je m'intéressais au glissement entre les activismes féministes, dont on a vu des exemples ce matin, caractéristiques de la décennie 70 avec la non-mixité, et, vers les activismes liés à l'épidémie du sida notamment. Donc ça, c'était un trait qui m'intéressait. J'ai séjourné en Californie du Sud, au Getty, pour aller consulter les archives du Women's Building. Et en fait, ce contexte intellectuel, pédagogique et artistique m'intéresse beaucoup. Et j'avais connaissance des écrits de Donna Haraway, entre autres. Et j'étais très curieuse de savoir comment est-ce que la transmission pouvait se passer dans ce département qui avait ce nom si accrocheur d'histoire de la conscience. Je ne l'ai jamais rencontré. Il se trouve que par réseau interposé, on n'est pas très, très loin, mais je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Et d'ailleurs, je pense que ça me permet aussi d'avoir une distance par rapport au sujet qui est pas néfaste pour la démarche. Et oui, pour Bourges, j'ai l'intention de continuer, mais il y aurait un vrai travail en fait à partir de maintenant. Vous parlez de la question de la perte.
à faire d'entretien en fait avec des étudiantes, avec des enseignantes, avec des collègues. Et en fait, pour moi, c'était trop. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. En fait, la recherche documentaire prend beaucoup de temps et d'énergie, et elle doit être complétée ensuite par le recueil de témoignages. Et ça demande à chaque fois des manières de travailler qui sont très denses et assez différentes. Et donc, je ne pouvais pas tout faire à la fois, mais c'est maintenant ce qui devrait être fait pour pouvoir compléter ce travail. Et aussi des collègues et des relations qu'elle a eues en Californie. Ouais, c'était la question que je voulais vous poser sur les étudiants, justement, après, dans son enseignement en France. Alors, il y a 2 remarques que je voulais vous signaler. Une de Sandra Vinet qui vous dit: «Quelle matinée riche! Merci Clélia pour toutes ces archives et cette présentation». Et ensuite Sandra Chamaret qui vous dit: «Merci beaucoup», voilà, enfin qui évoque plutôt la matinée en disant: «Que de savoir partager et d'envie stimulée». Donc je voulais les partager à tout le monde. Et puis, il y a une question de Charlotte Fouché qui vous dit: «Voilà, merci Clélia pour cette superbe intervention sur le processus de l'apprentissage via l'archive. Peux-tu revenir sur ce que l'enseignement de Donna Haraway a laissé comme trace sur Nathalie Magnan et sa pratique pédagogique? Je pense au contenu pédagogique, mais aussi à leurs relations humaines». Alors je vais essayer de répondre à cette question avec les éléments que j'ai à ma portée aujourd'hui, qui sont sans doute pas suffisants pour une réponse très complète. Mais voilà, quand Nathalie Magnan rencontre Donna Haraway, principalement celle-ci a publié le manifeste Cyborg. Elle publiera un livre qui s'appelle Vision primate au début des années 90. Donc il y a déjà des écrits un peu fondateurs de Haraway qui ont été publiés. Et c'est aussi le moment où elle développe sa pensée sur, et ça on en a aussi parlé ce matin, sur l'épistémologie des points de vue situés, donc le fait de situer le point de vue, le lieu d'où on parle. Et ça, c'est quelque chose, alors pour ce qui est ensuite de la pratique d'enseignante, c'est à confirmer, mais mon intuition me dit que c'est le cas. C'est quelque chose qui est très, je pense, marquant pour elle. Et je l'ai vu notamment dans l'essai théorique qu'elle écrit, parce que il y a enfin, très tôt dans le mémoire, elle se situe en tant que lesbienne, en tant que personne non états-unienne, par rapport au film qu'elle étudie. Et en fait, cette relation affective au sujet, elle parle voilà, de points d'intersection à partir de sa position avec les films liés à des affects, la rage, la colère, la tendresse. Je pense que cette relation affective au sujet, c'est sans doute quelque chose qui lui vient de ce contexte d'une manière générale, et peut-être voilà, des enseignements de Haraway en particulier. Et après, pour ce qui est de la relation, donc ça, c'est des choses qu'il faudra creuser, bien sûr, au sujet de ces enseignements en France. Et pour ce qui est de la relation, alors ça, c'est plutôt un mot qui me vient de Reine Pratt, qui donc est l'ayant droit de Nathalie Magnan et qui a été sa compagne, et qui m'a dit, après avoir un peu regardé ce dont j'allais parler aujourd'hui, que la notion de déplacement était très importante pour Nathalie Magnan, et c'est une notion que j'ai mentionnée au début de ma communication, et que notamment Nathalie avait observé qu'au moment de la publication du manifeste Cyborg, les co-auteurs avec lesquels elle a fait ce travail avaient été déplacés par la pensée de Haraway. Donc voilà, c'est une piste aussi sur laquelle je ne m'étendrai pas plus, mais que je serais très heureuse de poursuivre bientôt. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les 3 pour ce second panel, et puis de manière générale à toutes les 6 pour cette matinée foisonnante.